Il y a des histoires qu'on raconte à la lueur d'une bougie. Celle que je vais vous raconter en abrégé en est une. Voici la nouvelle La Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Le narrateur, antiquaire et homme de lettres reconnu, est invité à Île par Monsieur de Pérorade, un érudit local, riche et passionné d'histoire et d'archéologie. Ce dernier souhaite lui faire découvrir une récente trouvaille, une statue antique mise au jour lors des travaux visant à déraciner un olivier mort dans son jardin. Curieux et enthousiaste, le narrateur accepte l'invitation, attiré par la perspective d'étudier cette pièce rare. Effectivement, cette découverte est tout à fait originale. En voulant déraciner l'arbre mort, ce riche passionné d'art antique a fait une nouvelle trouvaille dans sa riche propriété, la plus belle de la commune. Une fois l'arbre déraciné, la terre remuée a laissé voir une main dépasser du sol. Cette main était en bronze. Monsieur de Pérorade venait de découvrir une étrange statue de Vénus. Cette statue, d'une beauté saisissante, suscite le malaise. Elle semble presque vivante et porte une expression menaçante sur son visage. Dès son apparition, des incidents mystérieux se produisent. Par exemple, en voulant relever la statue, elle se met à retomber sur la jambe de l'ouvrier Jean Col, qui finit handicapé à vie. Ce malheureux incident n'a pas empêché Monsieur de Pérorade d'exposer sa statue dans son jardin. Le narrateur est alors accueilli par Monsieur de Pérorade et est invité à séjourner. En plus, il sera là pour le mariage de son fils Alphonse, qui aura lieu le lendemain. Forcément, le narrateur est un peu gêné d'assister à une cérémonie familiale, qui ne le concerne pas du tout, mais il se sent obligé d'accepter cette proposition. Le soir de son arrivée, alors qu'il s'apprête à dormir, le narrateur remarque qu'il a une vue sur la statue depuis la fenêtre de sa chambre, donnant sur le jardin. La lumière de la lune éclaire la silhouette de la Vénus, accentuant son expression sévère et son immobilité troublante. Immobile mais étrangement présente, elle semble guetter les habitants de la maison comme dotée d'une conscience propre. Le narrateur, pourtant homme rationnel, ressent un malaise diffus, une impression d'être épié. Au même moment, il aperçoit au loin deux locaux s'approcher de la statue. Oui, parce que Monsieur de Pérorade a placé la statue dans une partie de son jardin dont il a fait don à la commune, pour que chacun puisse apprécier sa trouvaille, j'imagine. Ces deux personnes s'approchent de la statue afin de la vandaliser. L'un des deux hommes se saisit d'une pierre pour la jeter sur l'idole. Au même instant, l'apprenti porta la main à sa tête en poussant un cri de douleur. « Elle me l'a rejeté !» s'écria-t-il. Et mes deux polissons prirent la fuite à toutes jambes. Il était évident que la pierre avait rebondi sur le métal, et avait puni ce drôle de l'outrage qu'il faisait à la déesse. C'est donc avec ironie et rationalité que le narrateur s'endort. Réveillé par Monsieur de Pérorade le lendemain matin, le narrateur est invité précipitamment à voir la statue de plus près. À peine rasé et mal boutonné, il descend dans le jardin pour admirer la Vénus. Rien de plus suave, de plus voluptueux que ses contours, rien de plus élégant et de plus noble que sa draperie. Je m'attendais à quelque ouvrage du bas empire. Je voyais un chef-d'œuvre du meilleur temps de la statuaire. Ce qui me frappait surtout, c'était l'exquise vérité des formes, en sorte qu'on aurait pu les croire moulées sur nature, si la nature produisait d'aussi parfaits modèles. Mais quelque chose de plus dérangeant est à observer sur le visage de l'idole. Quant à la figure, jamais je ne parviendrai à exprimer son caractère étrange, et dont le type ne se rapprochait de celui d'aucune statue antique, dont il me souvienne. Ce n'était point cette beauté calme et sévère des sculpteurs grecs, qui, par système, donnaient à tous les traits une majestueuse immobilité. Ici, au contraire, j'observais avec surprise l'intention marquée de l'artiste de rendre la malice arrivant jusqu'à la méchanceté. Monsieur de Pérorade attire l'attention du narrateur érudit vers l'inscription sur le socle de la statue, Cave amantem, qu'on peut traduire par « Prends garde si elle t'aime ». Ça sonne donc comme un avertissement, sauf que ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'autre, une autre inscription. Je la regardai même un instant sous le nez, et la trouvai de près encore plus méchante et encore plus belle. Puis je reconnus qu'il y avait, gravé sur le bras, quelques caractères d'écriture cursive antique, à ce qu'il me sembla. Et ces caractères forment cette phrase en latin. Et là, c'est plus compliqué à traduire. Les deux personnages sèchent quant à l'interprétation à donner à cette inscription. Pour le narrateur, turbule peut être une épithète. En gros, une épithète, c'est un adjectif ou un groupe de mots qualificatifs qui accompagne un nom pour en souligner une caractéristique particulière. C'était courant d'ailleurs durant la Grèce antique pour notamment désigner les dieux. Par exemple, pour Zeus, on pouvait l'appeler Zeus Ombrios, qui signifie maître de la pluie, ou encore Apollon Nomios, signifiant protecteur des troupeaux. En bref, en invoquant les dieux sous certaines épithètes, on invoquait en fait le secours d'une caractéristique particulière de ces dieux, afin de préciser la prière. Et c'est peut-être le cas de l'inscription de la Vénus. Sur l'inscription, on a Veneri Turbul, ce qui peut se traduire par Vénus qui trouble, ou qui agite. Mais Monsieur de Pérorade
insatisfait par cette traduction, préfère faire le lien avec Tourboul et la commune proche de Boultener, Tourboul étant selon lui une déformation du nom de ce village. Donc pour lui, l'inscription signifierait « À Vénus de Boultener, Miron dédie par son ordre cette statue, son ouvrage ». Cette hypothèse, fort douteuse, ferait donc de cette statue un cadeau fait par un certain Miron à Vénus. Mais en tout cas, ces deux hypothèses mènent au même résultat. L'origine de la statue est un mystère. La journée continue. C'est le moment du mariage d'Alphonse, le fils de Monsieur de Pérorade. Ce jeune homme va se marier à une riche catalane. D'ailleurs, le narrateur a l'occasion de rencontrer Alphonse, un jeune homme assez imbu de lui-même et se mariant pour la fortune de sa future épouse. Pas quelqu'un de très attachant donc. En plus, il se vante de la bague qu'il va offrir à sa promise, une bague incrustée de diamants et d'un certain mauvais goût. Le fait est que c'est un anneau qu'il a fait modifier avec des pierres précieuses pour montrer à sa femme toute sa richesse de manière ostentatoire. Et le comble, c'est qu'il décide de la porter sur son doigt avant de la lui offrir. Un détail qui peut avoir son importance pour la suite, c'est que l'anneau porte l'inscription Sembrapti, qui signifie en latin « toujours avec toi ». Mais durant les festivités arrive un élément perturbateur. Un accrochage a lieu durant une partie de jeu de paume. Alphonse et ses amis affrontent une équipe d'Aragonais et de Navarrois. Ces derniers se rapprochent de la victoire, ce qui agace Alphonse, qui refuse d'être humilié à domicile, et on peut le comprendre. Alphonse décide alors de retirer cette fameuse bague, qui le gêne horriblement selon lui, et range l'objet précieux dans le premier endroit à sa portée. Il ôta, non sans peine, sa bague de diamant. Je m'approchai pour la recevoir, mais il me prévint, courut à la Vénus, lui passa la bague au doigt annulaire, et reprit son poste à la tête des Îlois. Il était pâle, mais calme et résolu. Dès lors, il ne fit plus une seule faute, et les Espagnols furent battus complètement. Quelle chance! Sauf que l'équipe espagnole a pas trop apprécié l'humiliation, et le chef de bande l'a fait comprendre à Alphonse. Le géant espagnol ressentit profondément cette insulte. Je le vis pâlir sous sa peau basanée. Il regardait d'un air morne sa raquette en serrant les dents. Puis, d'une voix étouffée, il dit tout bas. « Me lo pagarás !» Ce qu'on peut traduire par « tu me le paieras ». Enfin, Alphonse savoure sa victoire, la fête continue, mais la bague est toujours au doigt de la statue. Il a en fait oublié de reprendre la bague dans l'euphorie de la victoire. Bref, la fête bat son plein, les bouteilles de vin se vident, et le marié se retrouve un peu pompette, si j'ose dire. Qu'est-ce donc, mes amis? Le vin que j'ai bu me fait-il voir double? Il y a 2 Vénus ici. Cette blague fait rire toute l'assemblée, et c'est à son père de lui répondre. Mon fils, choisis de la Vénus romaine ou de la catalane, celle que tu préfères. Alphonse évidemment fait son choix et choisit la catalane, sa femme. Vers minuit, tout le monde part se coucher, mais le narrateur est pris à partie par Alphonse. Il a l'air perturbé, voire inquiet. Vous avez trop bu de vin de Collioure, mon cher monsieur Alphonse. Je vous avais prévenu. Oui, peut-être, mais c'est quelque chose de bien plus terrible. Vous savez bien, mon anneau. Eh bien, on l'a pris? Non, Dans ce cas, vous l'avez? non, je ne puis l'ôter du doigt de cette diable de Vénus. Bon, vous n'avez pas tiré assez fort. Si fait. Mais la Vénus, elle a serré le doigt. Vous êtes antiquaire, monsieur. Vous connaissez ces statues-là. Il y a peut-être quelques ressorts, quelques diableries, que je ne connais point. Et si vous alliez voir? C'est à se demander si Alphonse a pas trop bu, puisque son propos est complètement surréaliste. Mais au moment où le narrateur s'est décidé à régler le problème par lui-même, une pluie démentielle s'abat sur la commune, ce qui convainc les deux hommes d'aller se coucher et de voir ça demain. De la porte, je jetai un coup d'œil sur la statue ruisselante d'eau, et je montai dans ma chambre sans rentrer dans le salon. Je me couchai, mais le sommeil fut long à venir. Toutes les scènes de la journée se représentaient à mon esprit. Je pensais à cette jeune fille, si belle et si pure, abandonnée à un ivrogne brutal. La nuit allait être reposante, à première vue. Le silence régnait depuis quelque temps, lorsqu'il fut troublé par des pas lourds qui montaient l'escalier. Les marches de bois craquèrent fortement. Le reste de la nuit fut fort compliqué pour le narrateur, qui se réveilla plusieurs fois avant de se rendormir pour de bon, jusqu'à environ 5 heures du matin, où il fut à nouveau réveillé par ces mêmes bruits de pas lourds, puis des cris confus retentirent. Je courus à la chambre nuptiale. Elle était pleine de monde. Le premier spectacle qui frappa ma vue fut le jeune homme à demi vêtu, étendu en travers sur le lit dont le bois était brisé. Il était livide, sans mouvement. Je m'approchai du lit et soulevai le corps du malheureux jeune homme. Il était déjà roide et froid. Ses dents serrées et sa figure noircie exprimaient les plus affreuses angoisses. Il paraissait assez que sa mort avait été violente et son agonie terrible. Nulle trace de sang cependant sur ses habits. J'écartai sa chemise et vis sur sa poitrine une empreinte livide, qui se prolongeait sur les côtes et le dos. On eût dit qu'il avait été étreint dans un cercle de fer. Mon pied posa sur quelque chose de dur qui se trouvait sur le tapis. Je me baissai, et vis la bague de diamant. Étrange donc, surtout si on essaie de rassembler les pièces du puzzle.
Il ne me paraissait pas douteux que M. Alphonse n'eût été victime d'un assassinat dont les auteurs avaient trouvé moyen de s'introduire la nuit dans la chambre de la mariée. Ces meurtrissures à la poitrine, leur direction circulaire m'embarrassaient beaucoup pourtant, car un bâton ou une barre de fer n'aurait pu les produire. Tout d'un coup je me souvins d'avoir entendu dire qu'à Valence des braves se servaient de longs sacs de cuir remplis de sable fin pour assommer les gens dont on leur avait payé la mort. Aussitôt je me rappelais le muletier aragonais et sa menace. Toutefois j'osais à peine penser qu'il eût tiré une si terrible vengeance d'une plaisanterie légère. Ce qui est sûr à partir de là, c'est que le coupable s'est enfui par le jardin, en attestent les traces de pas, dont la fraîcheur atteste du fait qu'elle date d'après la tombée de la pluie sur la commune. Évidemment, 2 suspects principaux sont à retenir. D'abord l'Aragonais, qui s'est fait humilier au jeu de paume plus tôt dans la journée, et qui réclamait vengeance. Ou bien la Vénus. Mais bon, on parle d'une statue là. L'Aragonais fut interrogé, évidemment. On lui parla bien sûr de ses propos en espagnol, qui semblaient indiquer de futures représailles, à l'affront qu'il avait subi, devant tout le public. Mais pour se défendre, il affirma qu'il n'avait voulu dire autre chose, sinon que le lendemain, reposé qu'il serait, il aurait gagné une partie de paume à son vainqueur. De plus, ces empreintes de l'Aragonais ne correspondent pas aux empreintes de pas qu'il y a dans le jardin. Reste alors un témoignage. Celui de la mariée, bien sûr. Allongée toute la nuit de l'autre côté du lit, elle affirme avoir été réveillée par une sorte de géant verdâtre, qui étreignait son mari de tout son poids. Elle reconnut la Vénus. Mais bon, difficile de la croire étant donné qu'elle semble dépassée par ses émotions. Aucun élément ne nous permet de trouver une preuve concluante, impliquant l'un ou l'autre des coupables. Évidemment, la raison nous pousserait à accuser l'Espagnol, tandis que l'évidence fait pencher notre accusation sur la Vénus. Pour ajouter plus de trouble à ce mystère, le narrateur termine cette histoire sur un post-scriptum des plus troublants. PS. Mon ami Monsieur de Pérorade vient de m'écrire que la statue n'existe plus. Après la mort de son mari, le premier soin de Madame de Pérorade fut de la faire fondre en cloche, et sous cette nouvelle forme elle sert à l'église d'Île. Mais, ajoute Monsieur de Pérorade, il semble qu'un mauvais sort poursuive ceux qui possèdent ce bronze. Depuis que cette cloche sonne à Île, les vignes ont gelé. 2 fois. La nouvelle de la Vénus d'Île est vraiment celle qui a fait connaître Prosper Mérimée, qui est un auteur assez oublié dans l'histoire de la littérature. Bon, en même temps, il faut dire qu'il a fait vraiment qu'une seule œuvre marquante. Marquante parce qu'elle est très bien écrite. On a différents éléments qui nous mettent le doute sur la conclusion de cette histoire, des détails qui pourraient nous faire penser au plus grand des hasards, ou bien à une malédiction avérée. Par exemple, la pluie qui s'abat sur la commune pourrait être à la fois une preuve que la statue est maudite, voire consciente, mais ça pourrait être aussi bien qu'un concours de circonstances. D'abord, l'originalité et l'intelligence de la nouvelle, c'est que le narrateur est complètement rationnel. Il incarne de ce fait une posture résolument neutre face aux éléments étranges qui jalonnent le récit. C'est un homme cultivé, féru d'antiquité et de logique, et il aborde les faits de façon factuelle, comme s'il n'envisageait pas une seconde que ça puisse être la statue la coupable. Ce qui nous mène alors à la deuxième originalité de l'œuvre, c'est l'aspect fantastique. Le fantastique dans la Vénus d'Île naît précisément de cette hésitation entre explication rationnelle et interprétation surnaturelle. L'intrusion de l'étrange dans un cadre réaliste crée un trouble. La statue semble dotée d'une volonté propre, mais rien n'est jamais affirmé de manière certaine. En fait, on a le choix. L'ambiguïté est constante. Les événements peuvent être interprétés comme le fruit du hasard cruel, d'une coïncidence tragique, ou comme la manifestation d'une force terrifiante et inexplicable. Cette zone d'incertitude est au cœur du fantastique. Ni le narrateur ni le lecteur peuvent trancher avec certitude. Ainsi, la Vénus incarne ce trouble, et le récit bascule dans le fantastique dès que la logique ne suffit plus à expliquer l'inexplicable. Il y a un autre fait qui vient appuyer le fantastique, et le doute donc sur la conclusion à tirer de l'histoire, c'est le fait qu'on parle d'une statue. Une statue, c'est ni vivant ni mort, ni tout à fait humain ni tout à fait objet. Car si on fait des statues représentant des êtres humains, c'est aussi pour donner à la pierre une humanité, donc donner à la matière ce qui caractérise l'être humain, à savoir la vie. Sauf qu'en donnant à la pierre une forme humaine, on sait qu'elle ne prendra jamais vie. L'immobilité est une fatalité essentielle à la pierre. Alors une statue utilise l'immobilité à son avantage. L'immobilité de la statue donne en effet à la personne représentée une pose solennelle, qui met en lumière une posture, une grâce éternelle, comme pour mieux revendiquer par l'immobilisme une âme qui l'animerait. C'est ce qui fait qu'on a envie de croire à l'animation de la Vénus, car elle est une statue, une figure humaine. Et dans notre esprit, comme par instinct, tout ce qui a figure humaine est un peu humain quelque part. Enfin, la Vénus d'Île s'inscrit dans une longue tradition littéraire et mythique en réactivant le topos de la statue vivante, voire vengeresque. En gros, un topos, au pluriel topoi, c'est un sujet redondant, surtout en littérature. Cette figure de la statue qui prend vie traverse les siècles, du golem de la Bible, créature façonnée dans la glaise et animée par un mot sacré, souvent associé à une mission protectrice ou punitive,
jusqu'à Pygmalion, sculpteur grec mythique tombé amoureux de sa propre création Galatée, que les dieux finissent par rendre vivante. Toutefois, Mérimée s'éloigne de l'idéalisation amoureuse de Pygmalion pour se rapprocher d'une veine plus sombre, où l'animation de la statue devient source de peur et de mort. On pense alors à la statue du commandeur, dans Don Juan, la pièce de Molière, figure d'outre-tombe venue réclamer vengeance et châtier l'impie. Dans la Vénus d'Île, la statue semble agir avec une autonomie vengeresque, répondant à un sacrilège implicite. Peut-être que la malédiction, après tout, vient de Miron, qui est cité sur l'inscription de la statue. En fait, on peut tout imaginer. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Qui a tué Alphonse? Personnellement, je vous le cache pas, j'ai ma petite idée.